Le 23 mars 1903, ville de Washington, district de Columbia. Dans une petite pièce d'une maison en briques, éclairée par la lumière douce et irrégulière d'un bec à gaz, le silence n'est rompu que par le grincement insistant d'une plume d'acier sur du carton épais. Derrière un large bureau en bois est assise une femme de 37 ans. Elle s'appelle Elizabeth Magie, bien que ses amis l'appellent simplement Lizzie. Ses doigts, habitués au travail rapide et rythmé sur la volumineuse machine à écrire du bureau où elle travaille comme sténographe, sont maintenant occupés à une tâche tout à fait différente. Elle trace avec une précision de joaillier des figures géométriques sur une grande feuille de papier carré. Imaginez que vous vous tenez dans cette pièce faiblement éclairée. Vous sentez l'odeur de l'encre fraîche, de la colle et du bois. Autour de vous sont éparpillées des règles, des crayons, des coupures de journaux et de petites figurines en bois que Lizzie sculptait méticuleusement le soir. Devant elle, sur la table, repose plus qu'un simple dessin. C'est le prototype d'un jeu de société qui, des décennies plus tard, conquérira le monde entier, deviendra un symbole du capitalisme et rapportera des millions de dollars à une toute autre personne. Mais en cette nuit de printemps de 1903, Elizabeth Magie crée son œuvre dans un but absolument opposé. Elle veut détruire les monopoles. Pour comprendre les motivations de cette femme extraordinaire, il faut reculer et jeter un regard sur le monde dans lequel elle vit. La fin du XIXe siècle et le tout début du XXe siècle aux États-Unis d'Amérique sont entrés dans l'histoire sous le nom de Âge d'or. C'était une période de contrastes colossaux. D'un côté, une croissance industrielle fulgurante, la construction de chemins de fer transcontinentaux, l'apparition de l'électricité et du téléphone. De l'autre, la misère épouvantable de la classe ouvrière, le travail des enfants et la vie dans des immeubles surpeuplés et insalubres, connus sous le nom de tènement. Les entrailles du pays, ses transports et son industrie étaient la propriété d'un petit groupe d'individus incroyablement riches, les barons voleurs. Les empires sidérurgiques, les trusts pétroliers et les syndicats ferroviaires dictaient leurs conditions non seulement aux simples travailleurs, mais aussi au gouvernement. Elizabeth Magie n'était pas une femme typique de son époque. À une époque où la société attendait des femmes exclusivement le mariage et la gestion du foyer, Lizzie était indépendante. Elle gagnait sa vie, écrivait de la poésie, jouait au théâtre, a inventé un appareil spécial pour faciliter l'alimentation du papier dans une machine à écrire et en a même obtenu le brevet. Son esprit indépendant et son sens aigu de la justice ont été cultivés par son père, James Magie, un abolitionniste convaincu et éditeur de journaux qui a accompagné Abraham Lincoln lui-même lors de ses débats politiques en son temps. C'est son père qui a donné à Lizzie le livre qui a changé sa vision du monde à jamais. Il s'agissait de l'œuvre monumentale de l'économiste Henry George, intitulée « Progrès et pauvreté ». Dans ce livre, vendu à des millions d'exemplaires, l'auteur posait la question principale de son époque. Pourquoi, à mesure que la richesse sociale et le progrès technologique augmentent, la pauvreté ne disparaît-elle pas, mais s'aggrave-t-elle ? Henry George a trouvé la réponse dans le système de propriété foncière. Il soutenait que les gens ont le droit absolu de posséder ce qu'ils créent par leur travail, mais que la terre elle-même, ses ressources naturelles, les terrains dans les centres des villes en expansion, devraient appartenir à toute la société. Lorsque la terre est monopolisée par des particuliers, ils peuvent augmenter indéfiniment les loyers, aspirant toute la sève de ceux qui y travaillent et y vivent. La solution, selon George, devait être une impôt unique sur la valeur foncière qui remplacerait tous les autres impôts et répartirait équitablement la richesse au profit de toute la société. Elizabeth Magie devint une ardente partisane de cette idée, connue sous le nom de géorgisme. Elle assistait à des réunions, donnait des conférences, débattait jusqu'à s'enrouer dans des clubs politiques. Mais elle réalisa bientôt une dure vérité. Les traités économiques sont ennuyeux. Les gens ordinaires, fatigués après une longue journée de travail éreintante à l'usine, ne liraient pas de gros livres sur les impôts
et la rente foncière. L'idée devait être traduite dans un langage compréhensible par tous. Elle devait devenir visuelle, tangible et engageante. Et là, penchée sur la table, Lizzie trouve une solution de génie. Le jeu. Les gens apprennent le mieux quand ils jouent. Elle prend une règle et commence à diviser les bords du carré de carton en sections rectangulaires. Ce qu'elle dessine à ce moment-là représente une véritable percée dans la conception de jeu. La plupart des jeux de société de l'époque, tels que le populaire jeu de loi ou la maison du bonheur, présentaient un simple parcours linéaire où les joueurs lançaient des dés et se déplaçaient du départ à l'arrivée, rivalisant pour savoir qui atteindrait la fin du chemin le plus rapidement. Mais l'économie n'a pas de fin. Le loyer est perçu mois après mois, année après année. La pauvreté est un cycle dont il est presque impossible de s'échapper. Élisabeth relie donc les rectangles en une piste continue et fermée qui fait le tour du plateau. Les joueurs feront le tour encore et encore. C'est une mécanique révolutionnaire qui changera à jamais l'industrie du divertissement. Sur chaque rectangle, elle inscrit soigneusement les noms des rues, des gares et des services publics. Elle ajoute des cases, prisons et parcs gratuits, ainsi qu'une case d'angle qui envoie le pauvre joueur au bagne. Elle nomme sa création simplement et directement le jeu du propriétaire foncier. Des règles claires s'étaient déjà formées dans l'esprit de Lizzie. L'unicité de son invention résidait dans le fait que le jeu comportait deux ensembles de règles complètement différents, destinés à présenter aux joueurs deux systèmes économiques opposés. Le premier ensemble de règles s'appelait anti-monopole ou prospérité. Dans cette version, chaque fois que quelqu'un acquérait un terrain ou que des améliorations y étaient construites, la richesse était redistribuée entre tous les joueurs. C'était une démonstration pratique de la théorie de la taxe unique de Henry George. L'objectif était que tous les joueurs atteignent le bien-être financier. La partie se terminait lorsque le joueur le plus pauvre doublait son capital initial. Le deuxième ensemble de règles fut baptisé monopolistique. Et c'est lui, par une amère ironie du sort, qui des années plus tard allait captiver l'esprit de millions de personnes. Selon ces règles, les joueurs devaient acheter des terrains, les regrouper en monopole et percevoir sans pitié des loyers exorbitants de quiconque avait le malheur de s'arrêter sur leur case. Le but était simple, cruel et reflétait la réalité du capitalisme sauvage. Ruiner tous les autres participants et devenir le seul maître du plateau de jeu. Lizzie espérait qu'en jouant aux deux versions, les gens ressentiraient la différence par eux-mêmes. Ils expérimenteraient la joie de la prospérité commune dans le premier cas et ressentiraient la colère, la frustration et l'injustice en étant ruinés par un avide propriétaire terrien dans le second. Le plateau de jeu devait devenir une arme politique, un outil d'éducation pour la classe ouvrière emballé dans l'attrait d'un divertissement familial. Elle pose sa plume. L'encre sur le papier épais a déjà séché. Devant elle repose un projet terminé. Bientôt, elle emballera soigneusement ses dessins, y joindra une description détaillée des règles, écrite d'une écriture sténographique parfaite, et se rendra à l'Office des brevets des États-Unis. Elle a l'intention de protéger son invention par la loi, espérant que les grands fabricants de jouets apprécieront son idée de génie. Le 5 janvier 1904, le gouvernement délivrera à Élisabeth Magie un brevet pour son jeu de société. Mais Lizzie ignore encore que le chemin de sa création vers les masses sera long, tortueux et plein de trahisons. Elle ne se doute pas que son manifeste anticapitaliste va bientôt prendre sa propre vie incontrôlable, passant de main en main, se modifiant dans les dortoirs étudiants et les cuisines des ouvriers, jusqu'à ce qu'un jour, il tombe entre les mains d'un vendeur au chômage de matériel de chauffage. Automne de l'année 1906. New York, bruyant, suffocant sous la fumée de charbon et les calèches. Élisabeth Magie, qui a déménagé dans cette métropole bouillonnante à la recherche de nouvelles opportunités, comprend que le brevet gouvernemental ne suffira pas à imprimer et à vendre son jeu. Si les grands fabricants ne viennent pas à elle, elle doit aller à eux. Avec quelques adeptes partageant la philosophie du géorgisme,
Lizzie rassemble ses modestes économies et fonde sa propre entreprise, qu'ils appellent fièrement la Compagnie des Jeux économiques. Leur première cargaison commerciale est un triomphe du travail manuel et de l'enthousiasme sincère. Imaginez ces premières boîtes. Elles manquent du brillant éclat caractéristique des jouets modernes. Le plateau de jeu est imprimé sur du carton épais et légèrement rugueux. À l'intérieur se trouvent de simples maisons en bois tournées à la main, de l'argent en papier imprimé dans une imprimerie bon marché et de fines brochures contenant les règles. Chaque case de ce plateau carré, composé de 40 secteurs, porte l'empreinte des convictions politiques de sa créatrice. Au lieu du parking gratuit auquel nous sommes habitués, il y a le parc public. Et la case d'angle renvoie impitoyablement les malheureux en faillite à la maison de travail. Lizzie envoie des exemplaires dans les magasins, espérant un miracle, mais les ventes sont péniblement lentes. L'idée est trop nouvelle et les doubles règles déroutent les acheteurs. Comprenant qu'elle avait besoin d'une distribution puissante, quelques années plus tard, Elizabeth Magie prend une mesure désespérée. Elle se rend dans la ville de Salem, dans le Massachusetts, pour présenter son invention à un géant de l'industrie du divertissement, la société Parker Brothers. Cette entreprise, fondée par George Parker en 1883, s'était déjà transformée à l'époque en un véritable empire, produisant des centaines de produits de divertissement. Imaginez ce contraste. Un bureau spacieux lambrissé de chênes sombres, où un homme d'affaires expérimenté et pragmatique est assis derrière un bureau massif. Devant lui se tient une idéaliste énergique, disposant sur un tapis des cartes représentant des services publics et des parcelles de terrain. La direction de l'entreprise étudie attentivement la mécanique. Il lance des dés, déplace des pions sur un circuit fermé, paie un loyer en papier. Mais le verdict de George Parker s'avère sévère et sans appel. Il déclare que le jeu est trop complexe pour être compris par le commun des mortels. Il contient trop de sous-entendus politiques, exige une réflexion excessive et les parties durent une éternité. La société refuse d'acheter les droits. Pour les hommes d'affaires de Salem, The Landlord's Game ressemble à une leçon académique ennuyeuse plutôt qu'à un produit rentable pour les soirées en famille. Elizabeth rentre chez elle après un refus, mais l'histoire de son invention ne s'arrête pas là. Quelque chose de bien plus étonnant se produit. Le jeu de société, rejeté par les capitalistes, commence à se frayer un chemin vers les masses par des méthodes dignes d'un véritable manifeste clandestin. Il se transforme en un jeu populaire, une sorte de phénomène viral du début du XXe siècle. Comme il était presque impossible d'acheter une boîte originale en magasin, les gens ont commencé à la copier à la main. Imaginez une chambre faiblement éclairée dans un dortoir étudiant ou une cuisine chaleureuse dans la maison d'un professeur d'université. Sur la table, un morceau de toile cirée bon marché et épaisse est étalé, du genre que l'on utilise habituellement pour protéger les tables de salle à manger. Un des invités apporte un plateau emprunté pour la soirée. Pendant plusieurs heures, armés de règles en bois, d'encriers et de peintures colorées, les nouveaux adeptes redessinent méticuleusement le contour fermé du plateau sur leur toile cirée. Au lieu des pions d'usine, ils utilisent des boutons, des épingles à cheveux ou de vieilles pièces de monnaie. Les billets de banque sont découpés dans de vieux journaux ou cahiers. C'est sous cette forme artisanale que le jeu pénètre dans les cercles universitaires. Dans les années 1910, il tombe entre les mains de Scott Nearing, un professeur d'économie brillant et radical de la Wharton School of Business de l'Université de Pennsylvanie. Nearing, dont les cours attiraient des amphithéâtres bondés, réalise immédiatement le potentiel pédagogique de l'invention de magie. Il utilise des plateaux dessinés sur toile pour démontrer visuellement à ses étudiants le pouvoir destructeur des monopoles non réglementés. Les étudiants de Wharton, futurs banquiers et financiers de l'Amérique, jettent les dés tard le soir, se ruinant mutuellement sur des plateaux improvisés en carton. Peu à peu, le jeu se répand sur la côte est des États-Unis d'Amérique, passant d'une famille à l'autre, d'un collège à l'autre. Mais à mesure que les toiles cirées faites maison circulent de main en main, un changement fondamental se produit qu'Elizabeth Magie n'aurait pu prévoir. La psychologie humaine prend le dessus sur l'idéalisme politique.
Lizzie a créé un jeu avec 2 ensembles de règles, dans l'espoir que les joueurs choisiraient la voie de la prospérité commune. Mais lorsque les gens ordinaires s'asseyaient à la table un vendredi soir, ils découvraient rapidement que la version coopérative, où la richesse est partagée équitablement, était incroyablement ennuyeuse. Il n'y avait pas de drame, pas d'excitation, pas le doux sentiment de victoire absolue. Au contraire, les règles du monopole, qui permettaient d'augmenter impitoyablement les loyers, de ruiner des amis et d'assister à leur effondrement financier, provoquaient une tempête d'émotions, de rires et d'agressivité saine. Les joueurs ont spontanément commencé à rejeter le premier ensemble de règles. La leçon anticapitaliste a été oubliée. L'outil, créé pour détruire les monopoles, s'est transformé en un simulateur pour leur construction. Le nom même de jeu du propriétaire foncier s'est progressivement effacé de la mémoire collective. Les gens ont commencé à appeler ce divertissement simplement Monopoly. Avec les règles, la géographie du plateau a également évolué. C'était un grand avantage de la copie manuelle. En redessinant le jeu, les étudiants et les ouvriers remplacèrent les noms de rues abstraits inventés par Lizzie par des noms de leur propre ville. Le jeu devenait local, familier. Les étudiants de l'Université Columbia inscrivaient les rues de New York. Les habitants de Chicago traçaient leurs propres avenues. Une mutation fatidique s'est produite à la fin des années 20 au sein de la communauté Quaker d'Atlantic City, dans le New Jersey. Une résidente locale, Ruth Hoskins, qui avait appris les règles auprès d'amis d'Indianapolis, en a dessiné une nouvelle version sur un morceau de toile épaisse. Elle et ses amis Quakers ont décidé d'utiliser les noms des rues de leur ville balnéaire natale. Ainsi, les noms que le monde entier connaît aujourd'hui se sont figés sur le plateau de jeu. Boardwalk, Park Place, Baltic Avenue et la compagnie ferroviaire Reading. Les Quakers y jouaient les soirs d'hiver, perfectionnant la mécanique, ajoutant des cartes chance et caisses de communauté et fixant les prix pour la construction d'hôtels. Elizabeth Magie, qui continuait à travailler comme sténographe à Washington, ne se doutait pas que sa modeste création était devenue une passion nationale qui prenait sa propre vie. Elle renouvelait honnêtement son brevet, espérant un jour être reconnue. Mais le temps passait inexorablement, rapprochant le jour où les États-Unis d'Amérique seraient plongés dans la plus terrible catastrophe économique de leur histoire, la Grande Dépression. Et c'est pendant cette sombre période de désespoir et de chômage qu'apparaîtra un homme qui effacera à jamais le nom de Lizzie de l'histoire de la création du jeu en s'appropriant les fruits de décennies d'évolution populaire. Automne 1932. Les États-Unis d'Amérique sont paralysés par la Grande Dépression. L'industrie est à l'arrêt, les banques ferment les unes après les autres, et un quart de la population active du pays se retrouve jetée à la rue. Les files d'attente pour la soupe populaire s'étendent sur des pâtés de maisons entiers. Dans la ville de Philadelphie, en Pennsylvanie, Charles Darrow, âgé de 43 ans, peine à joindre les deux bouts. Autrefois, vendeur prospère de systèmes de chauffage, il accepte désormais n'importe quel travail ingrat. Promener les chiens du voisinage, réparer des fers à repasser cassés, poser de l'asphalte. Il a une femme, Esther, un jeune fils et une peur constante et épuisante de l'avenir. Par un soir glacial, Charles et Esther rendent une visite à leurs amis de longue date, Charles et Olive Todd, qui habitent dans le quartier de Germantown. Les Todd décident de divertir leurs invités déprimés et sortent un morceau de toile cirée peinte, des maisons en bois faites maison et un paquet de papier découpé dans des feuilles de cahier. C'était le même jeu que les Quakers d'Atlantic City avaient modifié et transmis de génération en génération. Charles Darrow, un homme qui dans la vraie vie ne pouvait même pas s'offrir un nouveau costume, s'assoit à la table et se plonge soudainement dans le monde illusoire d'une richesse colossale. Imaginez ces sensations. Pour la première fois depuis de longs mois de chômage humiliant, il ressent le pouvoir. Il lance les dés et achète les meilleures parcelles immobilières sur la promenade. Il construit des hôtels,
collecte des loyers exorbitants auprès de ses amis et serre dans ses mains des liasses de billets, certes faux, mais si désirés. Le jeu agit sur cet homme épuisé par la dépression comme la drogue la plus puissante. Un pur escapisme. L'illusion de contrôle sur une économie qui, dans la vie réelle, l'a impitoyablement écrasé. La soirée touche à sa fin, mais Darrow n'arrive pas à oublier ce qu'il a vécu. Il demande à son ami Todd de lui écrire les règles exactes sur une feuille de papier. Une fois les instructions reçues, le vendeur au chômage transforme le sous-sol de sa maison en atelier improvisé. Grâce à ses compétences de dessinateur et à un bon œil, Charles commence à créer ses propres versions du jeu. Sur des morceaux de tissu épais et imperméables, il reproduit avec une précision incroyable le circuit fermé du plateau, imaginé 30 ans plus tôt par Elisabeth Magie. Mais Darrow y apporte ses propres modifications visuelles. Avec l'aide de son ami, un caricaturiste de journal, il élabore le design emblématique que nous connaissons aujourd'hui. La locomotive noire sur les gares, la flèche rouge sur la case « En avant », le policier bedonnant sur la case « Prison ». Il sculpte les maisons en bois à partir de chutes de moulures de construction, les peignant en vert et rouge. Peu de temps après, Darrow commence à vendre ses kits faits maison. D'abord à des connaissances pour 4 $ pièce, puis il négocie avec le grand magasin Wanamaker de Philadelphie. Le succès est foudroyant. En pleine crise économique, les gens sont prêts à dépenser leurs derniers centimes pour s'asseoir à table le soir et se prendre pour des magnates. La demande augmente si rapidement que Darrow engage une imprimerie locale pour imprimer les plateaux sur du carton épais. En 1934, Charles Darrow, sentant le potentiel d'une mine d'or, écrit une lettre à la société Parker Brothers, la même corporation qui avait autrefois rejeté le jeu d'Elisabeth Magie. Darrow se déclare l'inventeur unique et absolu de ce jeu de société. La direction de l'entreprise demande l'envoi d'un prototype. Et ici, l'histoire prend un tour incroyablement ironique. Les experts de la société à Salem ouvrent la boîte de Darrow, joutent quelques parties et la rejettent à nouveau. Ils envoient à l'auteur une lettre officielle énumérant exactement 52 défauts fondamentaux dans la conception. Ils affirment que les parties durent trop longtemps, que les règles sont trop complexes pour les enfants et que le jeu n'a pas d'objectif final clair. Tout comme il l'avait dit à Lizzie des années auparavant, ils jugent la mécanique inadaptée au marché de masse. Cependant, les ventes phénoménales dans les grands magasins de Philadelphie et de New York pendant la saison de Noël 1934 font changer d'avis la société. Le président de la société, Robert Barton, apprend qu'un chômeur solitaire vend des milliers d'exemplaires du jeu qu'ils viennent de rejeter. Début 1935, la direction convoque Darrow pour une réunion et lui propose un contrat avantageux avec des redevances pour chaque boîte vendue. Charles Darrow accepte sans hésiter. Du jour au lendemain, il devient millionnaire, incarnant le rêve américain. La société lance la production de masse, les usines tournent à 3 équipes, imprimant de l'argent et des cartes. Mais le triomphe est assombri par une menace soudaine. Bientôt, des lettres de colère commencent à arriver dans les bureaux de l'entreprise. Des gens de tous les coins du pays s'indignent. Pourquoi vendez-vous le jeu de ce Darrow comme une nouveauté, alors que nous y jouons depuis 20 ans? Inquiet, le fondateur de l'entreprise, George Parker, charge les avocats de mener une enquête. Et ce qu'il découvre dans les archives du bureau des brevets à Washington terrifie la direction. Il découvre 2 brevets en vigueur. L'un d'eux date de 1924. L'auteur est une certaine Elisabeth Magie. Les avocats comprennent que Charles Darrow a menti. Il n'a rien inventé, mais a seulement volé la version populaire du jeu, ajouté quelques illustrations et l'a présenté comme sa propre création. L'empire multimilliardaire des Parker Brothers, qui avait commencé à croître rapidement grâce aux ventes de Monopoly, s'est avéré construit sur des bases fragiles de plagiat. N'importe quel tribunal aurait pu détruire leur entreprise si la créatrice légitime avait intenté un procès. Il fallait agir en un éclair. Fin 1935, un représentant de la corporation frappe à la porte de la modeste maison de Washington
où vit Elizabeth Magie. Elle a près de 70 ans. Elle croit encore en ses idéaux politiques et espère toujours que son message antitrust atteindra la société. Un représentant de la société monte un spectacle de génie devant une femme âgée. Il loue son jeu original, le propriétaire terrien, et lui propose une offre incroyable. La société rachèterait son brevet pour 500 $, une somme qui ne dépasse pas quelques-uns de ses salaires mensuels, sans aucune redevance future. Mais la condition principale de l'accord est une musique aux oreilles de Lizzie. La société promet solennellement de commencer la production de masse de sa version originale et antitrust du jeu, avec 2 ensembles de règles, ainsi que de quelques-unes de ses anciennes inventions de jeux de société. Elizabeth Magie, aveuglée par l'espoir que sa mission éducative soit enfin couronnée de succès avec le soutien d'une puissante société, appose sa signature sur le contrat. Elle cède les droits du jeu qui à ce moment-là génère déjà des centaines de milliers de dollars de profit par mois. Elle ne demande pas de pourcentage sur les ventes, car l'argent n'a jamais été son objectif principal. L'objectif était l'idée. Mais le monde de l'entreprise est impitoyable. Les frères Parker impriment effectivement un petit tirage symbolique de « le jeu des propriétaires fonciers ». Ils le font uniquement pour des raisons de formalité juridique et pour enterrer définitivement le projet sur les étagères poussiéreuses des magasins. Les budgets publicitaires, les campagnes marketing et les capacités de production sont exclusivement consacrés à la promotion de la version d'Arrow. De plus, pour protéger sa marque, la société commence à promouvoir activement une belle légende, mais absolument mensongère. Sur chaque boîte de Monopoly, dans chaque livret de règles, est imprimée une histoire touchante sur la façon dont le génial et sans emploi Charles Darrow a inventé seul ce jeu dans sa cave pour nourrir sa famille pendant la Grande Dépression. Ce conte de fées résonne parfaitement avec les sentiments d'une nation avide d'histoires de réussite. Et le nom d'Elizabeth Magie, la véritable créatrice de la mécanique, est délibérément effacé de l'histoire, se dissolvant dans l'ombre des profits d'une entreprise milliardaire. Le 28 janvier 1936, la ville de Washington. Dans la rédaction bruyante et enfumée du journal de la capitale, The Evening Star, où des dizaines de machines à écrire tapent sans arrêt et où sonnent de lourds téléphones en bakélite, entre d'un pas assuré Elizabeth Magie, âgée de 70 ans. Elle serre fermement dans ses mains un dossier en carton usé. Comprenant que la société l'a trompée, en publiant seulement une maigre poignée d'exemplaires de son jeu original sans aucune publicité et indignée que toute la gloire revienne à Charles Darrow, Lizzie décide de révéler la vérité. Imaginez cette scène. Une femme âgée qui a conservé l'esprit combatif de sa jeunesse déploie devant un journaliste stupéfait ses plans originaux jaunis par le temps pour le jeu du propriétaire foncier, ses pions en bois découpés à la main et des brevets officiels du gouvernement datant de 1904 et 1924. Les yeux brillants, elle soutient auprès du journaliste qu'elle est l'architecte véritable du jeu de société le plus populaire de la décennie. Elle désigne le circuit fermé du plateau, la case d'angle de la prison et la mécanique même de la collecte des loyers. Le journaliste écoute attentivement et publie effectivement un long article accompagné d'une photo de Lizzie tenant 2 plateaux de jeux différents. Mais l'effet de cette publication s'avère absolument nul. En pleine crise économique prolongée, le public américain ne veut pas entendre parler de l'injustice des grandes entreprises envers une sténographe vieillissante. Les gens ont désespérément envie de croire aux contes de fées diffusés à grande échelle du pauvre mais entreprenant vendeur Darrow, qui s'est sorti de la misère grâce à son ingéniosité. La voix solitaire d'Elizabeth Magie se noie dans le fracas assourdissant des rotatives de la ville de Salem, qui produisent de chaque jour, 24 heures sur 24, des dizaines de milliers de nouvelles boîtes de Monopoly. En 1948, à l'âge de 82 ans, Elizabeth Magie s'éteint paisiblement à Arlington, en Virginie. Elle est enterrée dans un modeste cimetière local aux côtés de son mari. Ces brèves nécrologies ne font aucunement mention du fait qu'elle a offert à l'humanité le jeu de société le plus vendu de tous les temps.
son héritage grandiose semble à jamais effacé, solidement enfoui sous le poids colossal du marketing d'entreprise et du succès mondial d'un inventeur imposteur. Charles Darrow jouit à cette époque du statut de multimillionnaire, vit dans un somptueux manoir en pierre, collectionne des orchidées exotiques, tourne des films amateurs et voyage en première classe autour du monde. Il entrera ainsi dans les manuels de commerce comme un génie unique, jusqu'à ce qu'un quart de siècle supplémentaire s'écoule. La justice historique triomphera grâce à un homme tout à fait différent, un académicien qui, tout comme Lizzie 70 ans avant lui, a décidé de défier les monopoles économiques. L'année 1973 arrive. Les États-Unis d'Amérique sont secoués par une grave crise énergétique. Les prix de l'essence s'envolent en raison d'un complot cartel mondial des pays producteurs de pétrole. En cette période tendue, Ralph Anspach, professeur d'économie à la San Francisco State University, indigné par la domination des sociétés pétrolières, décide de créer son propre jeu de société éducatif. Il l'appelle Anti-Monopoly. Le principe du mécanisme d'Anspach était que les joueurs incarnaient des procureurs fédéraux impartiaux dont la tâche était de démanteler les trusts géants et de ramener l'économie nationale à un état sain de libre concurrence. Le professeur imprime plusieurs centaines d'exemplaires sur ses propres économies et commence à les vendre. Mais dès que la nouvelle de l'anti-monopole parvient au service juridique de la société Parker Brothers, il porte immédiatement un coup dévastateur. La puissante corporation poursuit le modeste professeur d'université devant un tribunal fédéral. Ils exigent la saisie et la destruction immédiate de tout le tirage, ainsi que le paiement de colossales amendes pour violation du droit d'auteur et utilisation de leur marque déposée. Selon la version officielle, gravée dans le marbre de la société, le mot « Monopoly » est leur propriété intellectuelle inviolable, découlant exclusivement de l'illumination de Charles Darrow en 1933. Ralph Anspach, menacé de ruine financière totale et de la perte de sa maison, comprend rapidement que sa seule chance microscopique de gagner son procès contre une corporation géante est de prouver que leur marque déposée est intrinsèquement invalide. Il a un besoin vital de trouver des preuves irréfutables que le jeu existait bien avant Darrow. Ce professeur d'économie se transforme malgré lui en détective privé obsédé. Il passe des milliers d'heures blanches dans les sous-sols poussiéreux des bibliothèques, étudiant des microfilms décolorés et envoie des requêtes aux archives publiques. Il publie des annonces payantes dans les journaux régionaux, appelant désespérément à l'aide toutes les personnes âgées qui se souviennent avoir joué à un jeu similaire avant les années 30 du XXe siècle. Imaginez le bureau sombre et exigu du professeur Anspach. La faible lueur d'une lampe de bureau extrait de la pénombre des montagnes de vieilles lettres, des coupures de journaux et de lourds dossiers de décisions de justice. Un jour, en faisant défiler machinalement la manivelle d'un appareil de lecture de microfilm contenant les archives de l'Office des brevets, Anspach tombe sur un document qui le fait se figer de stupeur. Sur l'écran lumineux apparaît le brevet numéro 7, 148 1626, délivré officiellement le 5 janvier 1904 au nom d'une certaine Élisabeth Magie, alors inconnue. Il s'agit d'un dessin détaillé et impeccable du jeu des propriétaires fonciers. Les lignes, les carrés géométriques, les noms des stations, la prison, tout cela était une copie absolue à 100% de ce que la société avait cyniquement présenté pendant 40 ans comme l'invention d'un vendeur de systèmes de chauffage au chômage. Fort de cette découverte, Anspach commence à démêler rapidement la toile des mensonges de l'entreprise. Grâce à des annonces dans les journaux, il retrouve de vieux membres de la communauté Quaker d'Atlantic City. Ces vieillards et vieillardes aux cheveux gris confirment sous serment, au tribunal, qu'ils jouaient à ce jeu dans les années 20 et qu'ils sont les auteurs de tous ces noms de rues classiques que Darrow copiera plus tard. Le professeur accomplit ensuite l'impossible. Il retrouve Charles Todd, cet ancien ami de Darrow chez qui le futur inventeur a vu pour la première fois le plateau artisanal. Todd témoigne par écrit qu'il a personnellement réécrit les règles du jeu pour Charles. Le mythe de l'illumination géniale dans la cave s'effondre en poussière.
La bataille juridique entre le professeur solitaire Ralph Anspach et une armée d'avocats d'entreprise brillants dure depuis 10 longues années. Cette confrontation épique et épuisante atteint la plus haute instance, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. La corporation dépense des sommes astronomiques, tentant désespérément de protéger sa mythologie lucrative, mais les faits historiques rassemblés s'avèrent plus forts que tout l'argent du monde. En 1983, la Cour suprême rend une décision historique et sans précédent en faveur d'Anspach. Au cours d'audiences publiques, qui s'étalent sur plusieurs années, une vérité choquante est révélée au monde entier. Charles Darrow n'était qu'un plagiaire incroyablement chanceux et la véritable et unique créatrice du génie de la mécanique de jeu était une femme nommée Elizabeth Magie. Aujourd'hui, lorsque vous ouvrez la boîte en carton coloré de ce célèbre jeu, vous tenez entre vos mains non pas un simple ensemble de jetons, de bâtiments en plastique et de billets de banque en papier factice. Vous touchez, physiquement, l'un des paradoxes les plus frappants et les plus amers de l'histoire de la culture mondiale. Un puissant outil politique, méticuleusement et affectueusement conçu par une idéaliste convaincue pour apprendre à la société américaine à détester les monopoles et à lutter contre la cupidité insatiable des riches propriétaires terriens, s'est transformé en la propagande la plus massive et la plus réussie du capitalisme sauvage. Le jeu, conçu comme une critique sociale acerbe du système économique, a été impitoyablement absorbé par ce même système, digéré et vendu à des centaines de millions d'exemplaires comme un innocent divertissement familial. Mais le temps implacable a néanmoins replacé les figures historiques à leur juste place. Le nom d'Elizabeth Magie est revenu en triomphe d'un long et injuste oubli. Désormais, les historiens, les chercheurs en culture populaire et même les fabricants modernes de jeux de société reconnaissent officiellement et sans équivoque sa primauté absolue. La femme qui voulait sincèrement changer le système économique cruel grâce à un simple carton quadrillé n'a pas réussi à vaincre la pauvreté mondiale. Mais elle a changé à jamais, irrévocablement, la façon dont toute l'humanité passe ses soirées à la maison. Son esprit rebelle et indomptable vit toujours, invisiblement, dans chaque lancer de dés, dans chaque transaction immobilière impitoyable et dans chaque cercle infini que les pions en plastique effectuent sur le plateau fermé qu'elle a dessiné dans une pièce sombre de Washington il y a plus d'1 siècle.